On a toute une partie de la population de l'Est de l'Ukraine qui continue d'être sérieusement affectée par les effets du conflit. On assiste à des centaines, voire des milliers d'échanges d'artillerie au quotidien. Bonjour Patrick Vial. Bonjour. Tu es directeur régional des opérations du CICR pour l'Europe et pour l'Asie centrale. Il y a un conflit majeur dans la zone dont on parle vraiment de moins en moins, c'est l'Ukraine. Quelle est la situation aujourd'hui? Effectivement, dans cette région, heureusement, on n'a pas trop de conflits, mais celui qui nous importe le plus, celui auquel on dédie le plus de ressources et de budget, c'est effectivement celui de l'Ukraine. La situation en Ukraine, maintenant, ça fait 4 ans que le conflit perdure. Euh, Malheureusement, il a perdu un petit peu de l'attention médiatique qu'il avait eue. Il est toujours très présent à l'attention des politiques, mais la dimension humanitaire de ce conflit est largement occultée. On parle d'un conflit gelé, ce que je contesterais, puisque effectivement il est gelé du point de vue des positions militaires qui restent très statiques, c'est-à-dire qu'on a une ligne de front qui ne bouge plus maintenant depuis quelques années. Donc les parties au conflit se font face et puis échangent des tirs d'artillerie. Il est gelé du point de vue de la résolution politique du conflit, mais pour ce qui est de l'activité militaire, alors c'est loin d'être gelé puisqu'on assiste à des centaines voire des milliers d'échanges d'artillerie au quotidien. On a quelques moments de cessez-le-feu qui sont plus ou moins respectés, mais qui ne durent pas très longtemps. Ce qui veut dire qu'on a toute une partie de la population de l'Est de l'Ukraine qui continue d'être sérieusement affectée par les effets du conflit, et en particulier la population qui vit le long de cette ligne de contact, comme on l'appelle, parce qu'elle n'a pas pu se déplacer, elle n'a pas pu partir pour diverses raisons, et qui est exposée au quotidien à la conduite de ces hostilités. Qu'est-ce qu'on fait pour ces populations? Alors on a une réponse qui est très multidisciplinaire, parce que les besoins sont divers et variés. On essaie d'abord de minimiser autant que faire se peut les conséquences humanitaires du conflit, mais aussi de les prévenir de différentes manières. Pour ce qui est de la réponse, c'est à travers les programmes dans différents secteurs, répondre aux besoins de sécurité économique des personnes dont les modes de vie ont été chamboulés. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Ça peut être aussi des programmes de santé pour permettre aux gens d'avoir accès aux soins. Il y a un gros investissement dans les problèmes d'eau et de sanitation, de logement. Donc il y a beaucoup de gens dont la maison a été détruite, on les aide à reconstruire leur maison. On travaille beaucoup avec les écoles pour les prémunir un petit peu contre les effets de ces hostilités, pour informer et former même les enfants, les enseignants à mieux réagir aux risques relatifs au conflit. Il y a beaucoup de mines et d'engins de munitions non explosées dans cette partie de l'Ukraine auxquelles les gens sont confrontés, que ce soit les enfants lorsqu'ils jouent dans la cour ou les paysans lorsqu'ils labourent leurs champs sont toujours exposés à ce danger, ces risques qui nous inquiètent. Donc il y a besoin d'investir dans ces domaines-là. Ensuite, on a des programmes aussi de promotion, voire de formation dans le droit international humanitaire, notamment ciblant les militaires pour s'assurer peut-être une meilleure mise en œuvre du droit international humanitaire, les lois de la guerre en quelque sorte. Et cette zone est très industrialisée. Je me souviens d'un moment une équipe qui avait réussi à restaurer en fait les lignes électriques, parce que là, à ce moment-là tu avais une population des deux côtés de la ligne de front finalement qui n'avait pas d'électricité. L'hiver, moins 40, on peut imaginer ce que ça donne. En termes de protection de ces infrastructures civiles qui ont vraiment un impact sur la vie quotidienne, est-ce qu'on arrive à faire de la prévention, de bien faire la distinction? Qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue-là? C'est effectivement une des caractéristiques de ce conflit. Comme je le disais, cette ligne de front traverse des zones relativement industrielles, peuplées. Et une des caractéristiques du conflit, c'est qu'il y a des infrastructures essentielles au bien-être de la population qui se situent le long sur cette ligne de front ou très proches.
et qui sont très régulièrement touchés. Et là, on parle plus que des installations électriques, voire de gaz, mais c'est surtout les installations d'approvisionnement en eau qui sont touchées. Et comme vous le mentionnez très justement, pendant l'hiver, une bonne partie de la population dépend de l'approvisionnement en eau pour le chauffage. C'est beaucoup plus l'eau et le gaz qui permettent aux gens de se chauffer en hiver, et donc ça a des conséquences dramatiques. Ces stations d'épuration ou de pompage sont régulièrement touchées, et ça peut affecter des centaines de milliers de personnes à la fois, ce qui nécessite ensuite de prendre des mesures d'urgence pour approvisionner les gens en eau potable, mais aussi parer au déficit de chauffage. C'est une des raisons pour lesquelles le CICR a proposé justement une solution à cela. Pourquoi est-ce que ces installations essentielles sont touchées par les tirs d'artillerie? C'est tout simplement parce que les positions militaires respectives sont trop proches de ces installations. Donc on suggère dans un premier temps d'éviter justement, et on suggère aux militaires d'éviter de placer leurs équipements, leurs troupes dans les zones peuplées ou proches de ces installations. On a proposé le concept qui est tout à fait compatible avec le droit international humanitaire de zones protégées, à savoir des zones démilitarisées. Donc ça voudrait dire un périmètre pas très important, de 200-300 mètres de diamètre, autour d'une installation qu'on estime essentielle au bien-être de la population, marquée avec l'accord des différents partis pour justement éviter qu'elles deviennent des cibles militaires. On a fait cette proposition, je pense qu'elle est agréée par les partis concernés sur le principe. Maintenant il faut la mettre en œuvre, et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Tout ça, ça illustre un petit peu le rôle d'intermédiaire neutre que le CICR arrive à jouer dans ce contexte. On ne peut pas être un intermédiaire neutre à moins d'être accepté par les parties au conflit. Et c'est, je pense, ce qu'on est arrivé à faire grâce au respect de nos principes, notamment de neutralité. Tout ce que nous faisons a une vocation exclusivement humanitaire. Et je pense que ce respect strict de nos principes commence à payer, et les acteurs politiques et militaires se rendent compte qu'effectivement, on peut faire confiance au CICR pour nous aider à régler des problèmes qui ont des conséquences humanitaires excusez-moi, et qui nécessitent une coopération ou des accords entre les parties au conflit. Et ça, c'est un des rôles essentiels que le CICR peut jouer dans l'Est de l'Ukraine. Ça peut se traduire en facilitation du passage, parce qu'il y a des points de passage à travers la ligne de front. Il y a à peu près 1 million de personnes qui traversent cette ligne de front par mois. Et donc, il y a besoin d'aménager ces passages pour minimiser leur exposition au conflit ou l'infestation par les mines. Ça peut être aussi participation à l'échange et la libération de prisonniers, ou justement à la réparation de ces infrastructures qui ont été touchées. Donc ça, c'est, je dirais, une des caractéristiques du rôle du CICR en Ukraine. Merci Patrick.